En fait, on pense que le mérite, ça marche tout le temps pour les salaires. Mais le mérite, c'est pas un principe de justice. Le mérite, c'est une notion qui n'est absolument pas opérationnalisable. Et donc, en fait, le mérite, c'est invoqué systématiquement, mais c'est pas ça qui fonctionne dans les comparaisons pour aller justifier. Donc, oublions le mérite. Pour juste un principe d'opérationnalisation, ça ne marche pas. Par contre, il y a des principes de justice liés aux différentes catégories de salariés. Ça peut être les conditions de travail. Je gagne tant parce que mon travail est difficile. Ça peut être l'état du marché. Je gagne tant parce que le métier que je fais, je gagnerais tout aussi bien dans une autre entreprise. Et ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup pour les cadres. Ça peut être aussi le diplôme. Je gagne tant parce que j'ai fait telle école. Ça peut être l'ancienneté. Je gagne tant parce que j'ai une expertise. Et donc, tous ces principes de justice, ils sont pluriels et ils sont invisibilisés aussi avec cette idéologie du mérite. Je gagne tant parce que j'ai fait tant d'efforts. Mais c'est quoi faire un effort ? C'est là où c'est pas opérationnalisable. C'est-à-dire, est-ce que mon mérite, c'est d'avoir fait telle tâche très rapidement ou d'avoir fait plus lente, mais en faisant des erreurs, ou mais c'était rapide, donc c'était fait. Ou est-ce que j'ai pris mon temps, mais en prenant mon temps, j'ai trouvé une innovation pour la prochaine fois la faire différemment. C'est en ça que le mérite, il n'est pas opérationnalisable, parce qu'on ne peut pas trouver les critères pour le mettre en œuvre. Alors qu'effectivement, les sentiments d'injustice sont justifiés ou évoqués avec des principes de justice. Donc, ce qui est important avec les rémunérations, c'est communiquer. Effectivement, du fait de l'individualisation et de la complexification, les échelles de salaire sont brouillées. Ensuite, donc plus de transparence. Pourquoi ? Parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, les salariés en discuteront. Deuxième chose, c'est s'attacher au montant, effectivement. Et au-delà de ces montants, toujours être transparent sur le montant, mais aussi sur le principe de justice qui vient justifier le montant. Et ça me paraît être un point important, c'est que la transparence, elle se fait sur le montant, mais aussi sur le principe de justice. Je crois que la question de la prime, notamment de la prime de performance individuelle, elle est présentée dans les médias ou dans les organisations comme une bonne idée. Une bonne idée, pourquoi ? Justement pour venir motiver les salariés. Et en fait, cette question de la motivation, elle peut être mise en question, comme quoi la situation est difficile pour le salarié. Ça peut être aussi un élément de contrôle. Donc voilà, il faut aussi accepter que cette question de la motivation, elle est invoquée, mais que dans les organisations, la prime sert à plein d'autres choses. Mais souvent, ils sont très embêtés et ils disent « mais ça met le bazar dans mon équipe ». Et ils préféreraient des fois ne pas avoir ce type de dispositif de prime à la performance à répartir parce que c'est pas assez important et en même temps, ils sont obligés de justifier des choses qu'ils ont des fois pas décidées avec des principes de justice qui leur échappent, quoi. Donc il y a cette petite incise sur les managers de proximité qui me paraît importante à souligner. Il y en a même certains qui disent mais toutes les rémunérations devraient être faites qu'au mérite. Sauf que quand on leur demande ce qu'ils gagnent exactement et comment c'est mis en place, là c'est une critique. Pourquoi ? Parce que justement, ce mérite n'est pas opérationnalisable et que les principes de justice qui viennent justifier la prime ne sont pas hyper transparents. Et donc, systématiquement dans les entretiens, quand on demande aux gens est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'avoir une prime, ils sont pour. Mais est-ce que vous êtes satisfait de la prime que vous avez ? Là, non, pas du tout. Donc on voit effectivement de grosses critiques. Pourquoi ? Parce que cette adhésion au principe du mérite, il ne peut pas être mis en place et on a des fortes critiques sur la mise en œuvre des primes avec, vous êtes au courant, c'est la note de gueule, c'est des choses comme ça. Et des critères de justice qui sont effectivement variables et perçus comme inéquitables parce qu'ils ne sont pas objectivés et défendus en même temps que la transparence des rémunérations. Et du coup, comment on peut concilier tous ces sujets, ce nouveau rapport au travail qui tend vers l'hyper-individualisation, chacun veut un peu son organisation, et en même temps ces salaires, comme si on devait les penser un peu plus collectifs, c'est jouable ou pas tout ça ? Alors, moi ce que je pense effectivement, alors, je ne suis pas DRH, mais ce que je pense,
c'est qu'il faut sortir du piège de la prime individuelle et il faut revenir au salaire plus collectif. Pourquoi ? Parce que les salaires collectifs, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la prime individuelle, même quand on en perçoit, ça crée plus de frustration. Donc là, c'est un petit peu la même manière. Revenir à des collectifs qui font sens pour les salariés, dans lesquels ils peuvent s'identifier. Parce qu'en fait, il y a différents niveaux d'équipe. Si une équipe a eu une prime de performance collective, par exemple, et que notre équipe ne l'a pas eu, on est content pour les copains d'à côté, en fait. Donc je pense qu'il faut plus de transparence, mais plus de transparence à la fois sur les montants, mais aussi sur les principes de justice. Est-ce que c'est l'ancienneté ? Est-ce que c'est les conditions de travail? Est-ce que c'est le diplôme? Et que ça fasse sens aussi pour les gens qui perçoivent ce salaire-là. Concrètement, pour un RH, ça peut un peu faire peur de dire je vais exposer les rémunérations de tout à chacun. En fait, qu'est-ce que du coup, comment on peut réussir à maintenir un équilibre entre cette transparence souhaitée et la nécessité de préserver de la confidentialité des informations? Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est que la réglementation, elle prend ce chemin-là. C'est que depuis quelques années, on a quand même l'index d'égalité, la loi Sapin 2 et la directive européenne qui va être mise en place, qui plaident pour plus de transparence. On voit aussi que ces sujets-là sont des sujets sociaux importants. La loi Sapin 2 sur les rémunérations des dirigeants, c'est quand même des vrais débats à chaque fois, notamment sur les écarts salariaux dans les entreprises. Je pense aussi à Carlos Ghosn, qui a commencé à avoir des problèmes parce que sa rémunération n'avait pas été votée par l'Assemblée générale de Renault. Donc c'est des sujets sociaux qui sont importants, qui font débat aujourd'hui. Sur l'index d'égalité, on a bien sûr la question de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, et la directive européenne donc, qui est en train de se mettre en place sur l'annonce du niveau de salaire sur les offres d'emploi. Donc voilà, la réglementation, elle amène quand même à plus de transparence. On est du bon côté de la loi quand on parle de la transparence quelque part. On a rétabli l'équilibre. Et je pense que j'ai fait quelques entretiens aussi avec des entreprises qui ont fait le choix d'être complètement transparents sur les salaires et de mettre en ligne tous leurs salaires. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que généralement, c'est plutôt des petites entreprises. On ne fait pas ça globalement dans une grande entreprise, mais qu'elles ont eu aussi une démarche vis-à-vis de cette transparence. Et aujourd'hui, effectivement, le fait d'être transparent, ça nous aide. Mais ils sont transparents sur les montants, mais encore une fois, ils sont aussi transparents sur les principes. Et où est-ce qu'elle est cette transparence? Elle est aussi dans la discussion, l'accompagnement de la mise de la publicisation de ces chiffres. On peut penser effectivement à le faire individuellement, mais on peut aussi penser à le faire, mais c'est ce que vous faites déjà, c'est-à-dire métier par métier et faire des comparaisons et objectiver aussi par métier en fonction de l'ancienneté, en fonction du genre, et effectivement des processus de transparence de ce point de vue-là. Mais je pense effectivement que c'est ce que le Canada avait fait. Nous, on a fait l'index d'égalité homme-femme, mais au Canada, dans les années 90, ils ont vraiment fait un gros travail de rapport de situation comparé entre les femmes et les hommes sur tous les métiers pour réaligner les salaires dans les métiers plus féminins qu'à ce moment-là. Mais est-ce que dans les interviews que tu as pu avoir des entreprises qui n'avaient pas mis en place forcément tous ces principes de transparence, qu'il y ait des craintes de se dire que ça pourrait désorganiser, que ça serait compliqué ensuite à gérer? Ces discussions, elles leur servaient à inverser les rapports de pouvoir sur le marché du recrutement. Ils étaient tous très mobiles et ils changeaient d'entreprise assez facilement. Et discuter, ça leur permettait vraiment de gérer, c'est-à-dire ils savaient combien ils pouvaient avoir à l'extérieur et ils disaient moi on me propose autant, soit vous vous alignez, soit je pars à la concurrence, parce qu'ils avaient aussi conscience des niveaux de salaire des uns et des autres. Et ça leur permettait effectivement de prendre le pouvoir sur les négociations salariales dans ce petit marché particulier du travail, qui était un marché où l'expertise était hyper importante aussi. Donc on voit que cette transparence des discussions, cette transparence des salaires, avec les discussions, elles ont lieu et elles ont des effets aussi sur, par exemple, là, le marché du travail
qui est, je répète encore, un marché du travail assez spécifique avec une catégorie de salariés très particulière. Et ça, c'est un peu le point important du livre, c'est que les rémunérations individualisées, en fait, créent plus de frustration que les rémunérations collectives. Et si on est sur des rémunérations collectives, la transparence, elle est plus facile à mettre en œuvre parce que justement, elle fait référence à des grandes catégories de salariés qui vont se retrouver et qui vont faire sens pour eux parce que justement, ils sauront s'identifier sur les échelles salariales. Tout le package à côté, c'est quelque chose qui compte et qui a de la valeur, mais pour toi, voilà, quels sont les avantages et les limites de ces dispositifs? En fait, cette complexité des packages de rémunération aujourd'hui, elle crée un manque de lisibilité qui vient un peu brouiller la perception des salaires, c'est un peu ça. Et que ça peut créer un sentiment d'injustice et des effets sur la dynamique collective. Les chargés de mission rémunération dans les services RH disent souvent, en fait c'est des dispositifs, on les met en place, mais on doit beaucoup accompagner les salariés, faire de la pédagogie, leur expliquer, et pour ça on a des dispositifs formels, des affiches, quelles sont votre rémunération, de la communication par mail, et des dispositifs relationnels. Dans une des monographies, il y avait un salarié qui était généralement un ancien, qui expliquait toujours aux nouveaux la spécificité de la rémunération. Ce qui est sûr, c'est que des fois on se complique les packages de rémunération, alors que ce qui marche le mieux, c'est plutôt les primes collectives. En fait, est-ce que ça existe une rémunération qui frustre pas? Alors, j'ai envie de dire non. Le principe du salaire, c'est justement le montant et la partie relative. Donc, pour minimiser la frustration, il faut minimiser les comparaisons. Et pour minimiser les comparaisons, il faut que le salaire soit clair. Et que les catégories de salariés puissent se retrouver et être lisibles par rapport aux échelles de salaire. Et pour ça, il vaut mieux des rémunérations collectives. Eh bien, merci en tout cas beaucoup pour toutes ces questions. Merci à tous et bonne journée. Merci.